Bonsoir, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info pour suivre l'actualité du jour, dont voici les principaux titres. Les masques tombent, cet élément qui restera indissociable de la crise de la Covid-19 a cristallisé du mécontentement alors qu'il était pourtant présenté comme l'une des meilleures armes avec les gestes barrières et la vaccination pour lutter contre l'épidémie. Le sociologue Gérald Gaglio nous expliquera pourquoi certains ont fait du masque une atteinte à la liberté alors que d'autres ont aujourd'hui beaucoup de mal à l'enlever. Covid et Ukraine qui ont longtemps monopolisé la une des journaux. Une crise tend à s'effacer, l'autre perdure. Nous ferons le point avec Jean-Claude Allard de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, sur l'enlisement du conflit ukrainien. Et nous entendrons également le témoignage d'une famille pour partie ukrainienne et qui est également résidente à Monaco et dont des membres ont subi de plein fouet la guerre avant de venir trouver refuge en principauté. Le championnat européen des croupiers est lancé, les épreuves ont débuté aujourd'hui, nous verrons comment se déroulent les compétitions. Et puis à la gare de Monaco, l'inauguration d'une exposition qui s'inscrit dans le cadre des commémorations du 100e anniversaire de la disparition du prince Albert Ier. Mais pour débuter donc ce journal, revenons sur cet accessoire qui a fait couler beaucoup d'encre. Le masque n'est plus obligatoire en intérieur à Monaco depuis vendredi, à l'exception des établissements de santé, des transports publics ou des structures accueillant des personnes âgées. Il a souvent été montré du doigt pendant la crise, car partout dans le monde, il a eu ses opposants et ceux qui étaient favorables, car le masque était présenté comme un élément indispensable de la lutte contre la Covid. Aujourd'hui, certains n'attendent qu'une chose, s'en débarrasser, alors que d'autres ont bien du mal à l'enlever. Nous sommes avec un sociologue de l'Université de Nice. Il a mené une enquête sur cette question avec deux autres professeurs. Bonsoir Gérald Gaglio. Bonsoir. Est-ce que l'on peut dire que le masque est l'élément emblématique qui illustre cette crise de la Covid-19 ? Indiscutablement, il en est un symbole parce que, souvenez-vous, au moment où la crise du Covid-19 a commencé, a émergé, on a vu l'apparition de cet objet un petit peu inconnu dans l'espace public, avec un retournement assez rapide et tout à fait intéressant. Au départ, ce masque inquiétait parce que l'on se disait que ceux qui le portaient, celles et ceux qui le portaient étaient malades. Et très vite, finalement, il est venu rassurer. Et aujourd'hui, en fait, la levée de l'obligation de son port dans l'espace public apparaît d'une certaine façon comme le moment, à tort ou à raison, de la sortie de la crise. C'est vrai que c'est un symbole important qui a marqué les différentes étapes de la crise. Cela représentait avec la vaccination un élément qui a tout de même aussi cristallisé beaucoup de mécontentement. Est-il aujourd'hui uniquement associé à de la colère ou garde-t-il tout de même dans l'esprit de certains son caractère premier sanitaire ? Vous verrez peu de manifestations pour se plaindre de la fin de l'obligation du port du masque. La colère, pareil, il faut faire une sorte d'histoire récente. La colère a été beaucoup liée, en tout cas en France, à la pénurie de masques au début de la crise sanitaire et à des reproches qui avaient été faits aux autorités de ne pas permettre aux citoyens de bénéficier des masques qui étaient nécessaires pour eux. Et pour certains aujourd'hui, il est synonyme d'entrave à la liberté. D'autres, au contraire, nous disent qu'ils auront bien du mal à l'enlever car il est devenu comme une deuxième peau. Est-ce qu'à la faveur des témoignages que vous avez recueillis avec vos collègues universitaires, il est possible de dresser le portrait robot en quelque sorte de ceux qui ont accepté de le porter et à l'inverse de ceux qui l'ont rejeté ? Un clivage quand même qui reste important, je tiens à le signaler, c'est l'âge. C'est que même aujourd'hui où le masque n'est pas obligatoire partout, si vous observez un petit peu dans l'espace public, principalement celles et ceux qui continuent à le porter en dépit donc, de l'absence de l'obligation, c'est plutôt les personnes plus âgées qui se sentent certainement peut-être plus vulnérables par rapport au virus. Oui, est-ce que le port du masque pourrait avoir aussi donc modifié notre rapport à l'autre ? Ce n'est pas que le port du masque qui a modifié notre rapport à l'autre, ou du moins qui l'a interrogé, c'est la crise dans son ensemble, puisque le port du masque n'est que
un des gestes barrières finalement qui ont été mis en place dans voilà, cette incertitude radicale qui caractérise nos sociétés et finalement dans une situation où l'autre ne devient pas, n'est pas uniquement comment dire, un support au travers duquel on va se réaliser, mais un risque potentiel pour sa santé. Et est-il vrai de dire que le masque a par exemple été handicapant dans le domaine des apprentissages scolaires, des relations enfants-professeurs? Alors vous avez de grands élèves, mais son utilisation pourrait-elle laisser des stigmates chez certains enfants? Alors, c'est très dur de le mesurer, mais ce que montre un certain nombre d'études, ce sont les difficultés qui ont été générées par le port du masque, donc du côté des enseignants et du côté des élèves, pour les publics dits spécifiques, pour les élèves malentendants, aveugles, voilà, souffrant de handicap. Hein. Donc là, les acteurs ont fait preuve de beaucoup de créativité pour essayer de surpasser ce nouvel obstacle. Voilà. Et puis, ce qu'il ne faut pas omettre de préciser aussi, hein, c'est que le masque est également apparu dans les thèses complotistes. C'est devenu un outil de propagande en quelque sorte. De quelle manière a-t-il été finalement détourné de son premier usage? Ceux qui se sont le plus, comment dire, dressés contre le masque ont été les plus bruyants. Mais tout de même, je tiens à rajouter que la majeure partie de la population eh bien, dans une sorte de ce qu'on pourrait appeler un civisme sanitaire, a suivi les directives, a suivi en fait l'obligation de porter le masque, plutôt que d'insister sur ce type de théorie et de propos. Peut-être faut-il se réjouir d'une certaine façon eh bien, du sens du collectif, d'une sorte de civisme sur finalement l'usage premier du masque, quand bien même, et ça pour tous, son port n'est pas agréable et synonyme de contrainte. Oui, c'est effectivement une jolie conclusion. Merci Gérald Gaglio d'avoir répondu à ces questions autour du masque qui a fait couler tant d'encre. Merci à vous. Voilà pour cet éclairage sur les effets sociologiques du port du masque. Ouvrons le premier point info de ce journal avec un volet diplomatique tout d'abord et les remises de lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs. Bonsoir Vanessa Dessy. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Ont donc présenté leurs lettres de créance au souverain, son Excellence Carlos Edmilson Marques Vieira, ambassadeur de la République de Guinée-Bissau. Son Excellence Vittorio Redondo Baldrich, ambassadeur du Royaume d'Espagne. Son Excellence Mohamed Oemar, ambassadeur de la République d'Indonésie. Et enfin, son Excellence Oscar José Orantia Vernaza, ambassadeur d'Équateur. La première édition du Blue Climate Summit s'est ouverte en Polynésie française. Il s'agit d'un sommet international sur le climat et la protection des océans. Des invités de marque se sont succédés à la tribune, à commencer par le souverain en visioconférence, mais également représenté sur place par l'un des membres de la famille princière, Pierre Casiraghi. Les discussions vont se poursuivre toute cette semaine jusqu'à la grande journée de clôture, ce vendredi à Tohata. Le congrès de haut niveau sur la diplomatie économique s'est tenu, lui, aujourd'hui au One Monte Carlo. Organisé par l'Union internationale des chambres de commerce et d'industrie bilatérale des Émirats arabes unis, l'événement réunit des participants de divers pays, des membres de gouvernement, des diplomates et des investisseurs. Le thème de l'édition 2022 de Monaco est basé sur l'analyse et l'économie nationale, le but étant d'améliorer la coordination entre les pays et les dirigeants des secteurs publics et privés des Émirats arabes unis. Et puis alors que le conflit perdure, la solidarité avec l'Ukraine ne se dément pas, Vanessa. Oui, cette fois-ci, il s'agit d'une collecte pour les animaux. Si vous souhaitez soutenir cette action, il vous suffit de déposer vos dons au toilettage Un Can Un Gato à Fontvieille ou à la clinique vétérinaire du Soleil à Cap-d'Aille. Une fois par semaine, en collaboration avec les pompiers de Grasse et de Menton, des camions effectuent des envois vers l'Ukraine. 1580 kilos de croquettes ont déjà été récoltés avec le soutien des associations Ulysse et Help Ukraine Monaco.
Le conflit ukrainien qui s'enlise chaque jour un peu plus, avant de voir avec le spécialiste de l'IRIS, Jean-Claude Allard, quelle analyse peut être faite de l'avancée des opérations. Ce témoignage d'une famille résidente monégasque, elle accueille chez elle à Monaco des proches ukrainiens qui ont vécu sur place le début de la guerre. Je vous propose d'entendre ce récit. En fait, je suis ukrainienne et j'habitais à Kiev jusqu'à 2015. Et après, je suis mariée et je suis ici à Monaco. Et j'étais ici à Monaco quand la guerre a commencé. J'ai demandé à ma famille, toutes mes amies de venir ici. On va aider, on va faire quelque chose, on va trouver le logement. Mon amie avec 2 enfants, elle est venue le 1er mars. Et c'était 4 jours pour venir parce que c'était super difficile. Et après, ma famille, ils ont resté 1 semaine à Kiev. Ma sœur, ma sœur était là, elle aidait à l'armée. Et ma mère aussi, elle a fait beaucoup de choses. Et maintenant, ils sont ici à Monaco? Maintenant, ils sont ici, oui, à Monaco. Il y a beaucoup d'aide. Les Français, les Monégasques, ils aident beaucoup. C'est vraiment impressionnant parce qu'il y a chez nous, il y a ma famille, ma tante, ma cousine, ma mère, mon amie avec 2 enfants. Et aussi, il y a 2 familles de mes amis, ils sont arrivés. Et une amie de nous, monégasque, elle a donné son maison à Roquebrune pour une famille. Et l'autre famille, ils ont donné l'appartement à Nice. Gratuitement. Les enfants, ils vont à l'école le 2e jour, ils sont ici et ils sont à l'école et les gens aident beaucoup à l'école. Les professeurs, ils sont super gentils. Un témoignage recueilli par Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal. Sur place, en Ukraine, c'est le statu quo. Certaines régions du pays, autour de Marioupol notamment, sont lourdement touchées. Mais la Russie est loin d'avoir remporté la partie. L'armée ukrainienne peut-elle prendre le dessus et quels effets pourraient avoir les déclarations de la Finlande et de la Suède qui souhaitent rejoindre l'OTAN? Pour répondre à toutes ces questions, un spécialiste de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Bonsoir Jean-Claude Allard. Oui, bonsoir à tous. Vous nous aviez expliqué dès le début du conflit que ce serait certainement une opération militaire longue. On peut dire aujourd'hui que le conflit est clairement enlisé? Oui, pourquoi pas utiliser cette expression. Ça fait 82 jours à peu près que le conflit est en cours. On a vu les Russes qui avaient attaqué au nord de l'Ukraine se retrouver maintenant, disons, dans un certain niveau de difficulté dans le sud-est de l'Ukraine. Pour autant, ils n'ont pas encore été chassés de l'Ukraine et ils vont donc s'accrocher pour défendre ce qu'ils ont acquis, c'est-à-dire les républiques autoproclamées et la Crimée, et tenter de gagner encore un espace de terrain dans le Donbass qui leur manque, pour dire qu'ils ont récupéré les parties russes de la Crimée. Mais alors, comme dans tout conflit, il y a aussi forcément toujours beaucoup d'intox de part et d'autre. Mais lorsque les forces ukrainiennes clament qu'il y aura un tournant à la fin de l'été pour une victoire en fin d'année, c'est utopiste, c'est réaliste? Se fixer un objectif à l'automne me paraît, si tant est que l'Ukraine puisse gagner, raisonnable. Ils ne vont pas gagner dans les jours qui viennent parce que des grandes batailles se développent, on le voit, dans la région du Donbass avec des Ukrainiens enterrés, fortifiés, tenant les villes où ils sont protégés et d'où ils peuvent résister à l'avance russe. Donc ça explique pour partie ce qui pour l'instant est un échec russe, mais on pouvait penser que le grand voisin russe et sa puissance viendraient à bout rapidement ou facilement de l'Ukraine. Oui, ils ne sont pas arrivés à
à mettre à genoux l'Ukraine, mais ce qu'on peut penser, c'est que justement cette puissance russe, en fait cette masse que vous évoquez, si elle tient au point de vue politique, puisse au minimum occuper les zones sud du Donbass et la Crimée, et là créer ce que l'on appelle, et que l'on a vu dans d'autres régions, un conflit larvé, c'est-à-dire que de part et d'autre d'une ligne de défense, des échanges de coups de feu, des échanges de coups de canon. Mais Mariupol, c'est vraiment le point névralgique du conflit. Depuis la mi-avril, Mariupol est tombé aux mains des Russes. Alors c'est vrai qu'il y a eu un développement médiatique et politique de la part surtout des Ukrainiens autour de Mariupol, mais les défenseurs de Mariupol étaient enfermés dans cette Assyrie. Ils n'avaient aucun moyen de gêner en quoi que ce soit les Russes et de bloquer les axes de communication, puisque Mariupol, c'est essentiellement un nœud de communication et un port. Et puis, il y a au-delà, Jean-Claude Allard, l'enjeu autour de l'OTAN, qui a finalement été pour grande partie le déclencheur de la crise, lorsque la Finlande et la Suède déclarent vouloir rejoindre l'organisation. Cela renforce l'Europe et les États-Unis ? Je retiens, et je vais repartir de la déclaration de Poutine qui dit, bon, finalement, leur adhésion, c'est pas tellement important. Ce qui sera grave, c'est si les armées de l'OTAN et les installations militaires et les bases de l'OTAN viennent s'installer en Finlande et en Suède. Parce que en Suède et en Finlande, on est à côté de la Russie. Mais quand certains s'inquiètent de voir ce conflit possiblement dégénérer en Troisième Guerre mondiale, que peut-on en penser ? Je crois que, à part la Russie d'un côté et de l'autre côté l'Occident, c'est un conflit de la Russie contre l'OTAN, mais derrière l'OTAN, le masque de l'OTAN que sont les États-Unis. Mais finalement, cette opposition de deux grands blocs, cela a comme des relents de guerre froide. C'est un retour à la guerre froide, bon, pas tout à fait pareil, parce que d'un côté, il y avait l'URSS avec une idéologie qui n'était pas du tout l'idéologie des Américains, et donc c'était sur ça que ça coinçait. Là, je crois que ça coince seulement sur l'ambition, l'orgueil de Poutine et de la direction russe, parce qu'il est quand même épaulé par Lavrov, etc., d'avoir une place dans le monde et de ne pas être considéré comme une puissance régionale, comme Obama avait dit en 2006, je crois, qu'il considérait la Russie. Merci Jean-Claude Allard pour ce point sur la situation actuelle en Ukraine et plus généralement cette analyse géopolitique. Voilà, merci beaucoup. Nous l'évoquions lundi, la SBM a été choisie par l'Association des casinos européens pour accueillir le plus grand championnat d'Europe des croupiers. Le coup d'envoi a été donné ce matin. Fabien Bonilla et Orazio Gaggino y ont assisté. Voici leur reportage. Ils sont 40, tout simplement les meilleurs croupiers d'Europe. Avant de démarrer la compétition, ils se sont réunis ce mardi matin sur les marches du légendaire casino de Monte-Carlo pour une photo officielle entourée des organisateurs et des membres du jury. Ces 40 croupiers représentent 22 pays européens. C'est une compétition annuelle et pour la première fois à Monaco. It's a great honor to be here, and I think everybody is so impressed by the facilities, by the buildings and the atmosphere here in Monaco. So yeah, it's going to be a great week for gambling in Europe. Il est 11h30, coup d'envoi des premières épreuves dans la salle médecin autour des tables de roulette anglaise et de blackjack. Pendant 2 jours, ces véritables orfèvres dans leur domaine sont chronométrés et scrutés dans les moindres détails. First of all, hospitality is very important, guest relations. The second one, of course, technical skills, but my favorites. And then all together, the one package is very important. How you look on the table, and it's gonna be a really good competition. Parmi les compétiteurs, 2 d'entre eux représentent le savoir-faire de la principauté, Noémie Serra et Christopher Subtil Conceição.
L'important, c'est de pouvoir se challenger avec d'autres pays, se confronter aux autres, montrer voilà, les points forts, les points faibles de chaque pays et en tirer le meilleur. C'est très enrichissant déjà de les côtoyer, de voir tout le monde autour de soi comme ça, de tous les pays. Et voilà, honnêtement, je pense que le mot c'est fier. Et du stress ou pas? Oui, bien sûr, énormément. Mais on a énormément appris aussi à le gérer. Et après, en fait, le stress, soit on a le stress de la volonté de gagner, soit en fait on a le stress qui va nous faire perdre nos moyens. Et en fait là on l'a transformé, on a dit il faut qu'on donne tout, donc on va tout donner. Tout donner pendant 2 jours pour faire la différence entre l'accueil, savoir gérer le stress, maîtriser parfaitement le maniement des cartes et des jetons et assurer la sécurité et la conformité du jeu. À l'issue de cette compétition, mercredi soir, seront décernés 5 prix correspondant à 5 épreuves techniques chronométrées et bien sûr le titre suprême de meilleur croupier d'Europe. Et en marge de ce championnat, vous le voyez sur ces images, les représentants de l'Association européenne des casinos ont été reçus par le ministre d'État Pierre Dartout. Le deuxième point info de ce journal avec le retour de Vanessa Dessy, des travaux vont entraîner des modifications de circulation. Oui, jusqu'au 23 septembre, la circulation sur le quartier de Fontvieille et en particulier devant le stade Louis II sera modifiée du fait de la construction d'un emplacement de locaux pour la direction de la sûreté publique. Ces travaux se dérouleront en 3 phases. À chaque phase, des modifications majeures des axes et sens de circulation interviendront sur cette zone. Notez-le, les inscriptions en ligne pour la rentrée 2022-2023 au collège Charles III sont ouvertes. Dans le cadre du programme Extended Monaco, le gouvernement princier lance une nouvelle démarche pour l'inscription des élèves du collège Charles III. Si votre enfant est actuellement scolarisé en classe de CM2 dans une école primaire de la Principauté ou à l'étranger, vous pouvez dès à présent remplir le dossier d'inscription en ligne disponible sur monguichet.mc, section éducation. Ce téléservice est disponible jusqu'au 19 juin prochain. Ouverture également des inscriptions pour la rentrée prochaine à l'Académie Régnier III. Effectivement, depuis ce lundi jusqu'au mercredi 15 juin, les parents souhaitant solliciter l'inscription de leurs enfants pour la première fois à l'Académie Régnier III peuvent le faire directement en ligne sur le site internet de l'Académie. Pour les élèves actuels, les réinscriptions s'effectueront du lundi 13 juin au dimanche 26 juin inclus à l'aide d'un lien qui leur sera directement envoyé par mail. Enfin, l'édition 2022 du Mare Nostrum approche, Vanessa. Oui, il aura lieu les 21 et 22 mai prochains et sachez que ce traditionnel meeting international de natation sera commenté par Frédéric Elion. Il vous fera vivre l'événement en direct sur Monaco Info dès 17 h. Les manifestations et événements autour de l'anniversaire des 100 ans de la disparition du prince Albert Ier se poursuivent. Depuis lundi, c'est une exposition qui rend hommage au prince Albert Ier à travers un éclairage sur les moyens de locomotion de l'époque. Elle se tient à la gare de Monaco et Christine Datomel vous en livre un avant-goût sur des images de Sylvain Péroumal. Organisée dans le cadre de l'année du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, cette exposition inédite évoque la mobilité et quoi de mieux que l'écrin de la gare pour illustrer les différents modes de transport qui existaient jadis. C'est effectivement le lieu, ça remonte le plus approprié, notamment ici en gare de Monaco-Monte-Carlo qui accueille 7,5 millions de voyageurs chaque année. C'est un musée qui finalement est ouvert, j'allais dire, de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir. C'est gratuit bien évidemment. Vous attendez un train, vous avez 5 minutes, vous venez admirer ces photos, lire les petits cartels et voilà. Et donc c'est finalement ce lieu de démocratisation de la culture en gare, parce que tout le monde n'a pas le réflexe d'aller pousser la porte d'un musée ou d'une galerie, alors que finalement vous prenez votre train, c'est assez simple, votre regard est attiré par cette photo et vous y allez. On retrouve tous les modes de transport. Alors on retrouve à la fois le bateau, le train bien évidemment, les avions, la bicyclette, etc. Et donc finalement, aujourd'hui ce qu'on appelle l'intermodalité, la multimodalité, eh bien on retrouve déjà tous ces modes de transport utilisés de manière finalement très moderne par le prince Albert Ier à l'époque. Ouverte à tous, cette exposition met en avant les différents modes de transport de l'époque, vous l'aurez compris, mais elle rend surtout hommage au prince Albert Ier, un prince emblématique
humaniste et visionnaire qui avait une prédilection pour le train qu'il a vu naître et qu'il a de nombreuses fois emprunté lors de ses nombreux voyages en France et en Europe. Des photographies qui seront visibles tout l'été à la gare de Monaco avant d'accueillir au mois de septembre une nouvelle exposition dont la thématique est encore secrète. Nous allons maintenant prendre connaissance des prévisions météo pour la journée de mercredi. Quelle est la tendance, Vanessa ? Eh bien Patricia, l'été arrive peu à peu sur le territoire monégasque avec du soleil bien présent durant toute la journée. Les températures seront très agréables, elles iront de 18 à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6 h et se couchera à 20h52 et nous fêterons les Éric. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain à 19 h pour une nouvelle édition. Et pour finir, un clin d'œil au championnat européen des croupiers qui a débuté aujourd'hui. Le photographe Manuel Vitali y a assisté. Et c'est sur cette série de photos que nous nous quittons. À demain, passez une très belle soirée.